Je commencerai par dire qu'à Rome, on parle latin. Moi, je parle un dialecte latin que la diplomatie française, historiquement, a créé comme langue, mais avec la disparition un peu de cette diplomatie, le français perd du terrain, évidemment. Et je vais vous dire pourquoi je parle ainsi, tout simplement parce que je suis d'origine arabe. Et chez les Arabes, quand on parle debout, c'est pour dire de la poésie, c'est lyrique. Et quand on est assis, c'est une séance, on essaye un langage de raison. Alors, essayons un peu un langage de raison, surtout qu'on est dans le pays de Hegel. Et peut-on ne pas respecter la dialectique en étant dans le pays de Hegel? Donc, respecter un peu la dialectique, c'est parler allemand, même si on parle latin. Après cette introduction un peu qui rappelle ce besoin de nuance pour aborder une réalité si complexe, je dirais d'abord que ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est un peu mon introduction, c'est une croisade. C'est une croisade contre le Moyen-Orient, une vraie croisade. J'essaierai de montrer en quoi il y a une similitude entre ce que nous vivons aujourd'hui et les croisades dans le passé. Par ailleurs, ce n'est pas uniquement une croisade, c'est également un nouveau combat après la guerre froide, après le monde monopolaire et le nouveau système mondial qu'on a voulu nous imposer. Il y a cette dimension également, on ne peut pas la nier. Aujourd'hui, qui gagnera la bataille de la Syrie gagnera la première bataille de ce monde qui tend à être bipolaire. C'est-à-dire que et les États-Unis et l'Occident sentent bien qu'ils sont en train de perdre du terrain et il faut, si ce n'est des guerres symboliques, mais des vraies guerres pour s'imposer face à la Russie, à l'Iran et à ses alliés, le croissant chiite, et je revendique la paternité du terme, je reviendrai pour dire quel est l'historique de ce terme et comment il a été dévoyé par le Pentagone. Donc vous voyez en gros, cette bataille de Syrie implique le monde entier. Elle implique les États-Unis, l'Europe, elle implique le camp de l'Est qu'on a cité, et évidemment le centre géographique qui est la Syrie, le monde arabe, la Turquie et tout cela. Alors je commencerai, si vous voulez, permettez-moi, par le camp occidental, qui est formé, comme on le sait, par les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Europe en général, l'Allemagne qui traîne les pieds, heureusement, je reviendrai là-dessus, la Turquie qui est l'avant-poste de l'OTAN, ça c'est un peu le camp occidental, donc je vais m'attarder d'abord sur la politique française. Pourquoi française? Parce que quand on parle des croisades, c'est parti quand même un peu de France, un peu beaucoup, et ça a entraîné tout l'Occident. Vous ne connaissez pas un certain général qui s'appelle Gouraud, le général Gouraud. Le général Gouraud, c'est lui qui a fait la conquête de Syrie dans les années 20.
Pour vous donner une idée, il a été blessé pendant une bataille et à l'hôpital, on lui a dit « Vous préférez rester quelques mois et puis vous aurez le bras sain et sauf ou rejoindre la bataille, mais à ce moment-là, il faut vous couper le bras. » Il a dit « Soit, on me coupe le bras et je rejoins la bataille. » Détail intéressant. Donc, ce général Gouraud, chef de l'expédition antisyrienne, était à la tête des troupes françaises qui ont bombardé Damas et occupé Damas, qui venaient d'élire un parlement d'une manière démocratique et qui projetait la création d'un État qui représenterait tout le Proche-Orient, le Liban, la Jordanie. C'était le roi Faisal, n'est-ce pas, le fils du shérif Hussein de la Mecque, hachémite. Pourquoi je vous parle du général Gouraud et des croisades? Parce que le général Gouraud, quand il s'est tenu à la mosquée des Omeyyades de Damas, là où il y a la tombe de Saladin, vous connaissez Saladin, c'est un symbole pour l'islam et les Arabes, c'est lui qui a libéré Jérusalem. Qu'a-t-il dit, le général Gouraud, devant la tombe de Saladin? Nous revoilà, Saladin. Nous revoilà, Saladin. C'est une référence, on ne peut plus directe, aux croisades. Donc, quand on parle, on dit que cette guerre qui se déroule en Syrie est une nouvelle croisade qui implique les forces occidentales, on n'est pas loin de la vérité, mais pas du tout. Donc, ça implique aussi que toutes les guerres coloniales du nationalisme menées par la France et l'Angleterre, essentiellement, parce que l'Allemagne, on ne peut pas dire qu'elle était une puissance colonisatrice face aux deux grandes hôtes, tout est relatif. Donc, c'est vraiment un esprit de croisade qui relie la guerre coloniale en Syrie, qui était une application de Sykes-Picot, avec ce qu'il y a eu dans le temps, 2 siècles d'occupation de la Palestine et de la Turquie, d'Antioche, vous voyez, géographiquement et géopolitiquement, c'est très proche. Alors permettez-moi de faire des rappels sur les vraies croisades qui ont duré 2 siècles. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ces croisades? Vous savez, aujourd'hui on nous dit il faut que le pape s'excuse auprès des musulmans à cause des croisades. Parce que, pourquoi ces chrétiens sont venus? Vous savez, honnêtement, si le pape devait s'excuser, il devrait s'excuser auprès des chrétiens d'Orient. Parce que si on se reporte sur l'histoire des croisades, c'est après les croisades que la majorité des chrétiens d'Orient ont été convertis de force à l'islam. C'est un fait. À la prise de Jérusalem, si vous lisez les chroniqueurs des croisés, ils disent qu'ils étaient fiers que leurs chevaux plongeaient leurs pattes, enfin le sang, arrivait jusqu'au haut des pattes de la cavalerie. Et qui ils avaient massacré? Les chrétiens et les juifs de Jérusalem. Donc, la croisade qui est partie pour, soi-disant, libérer le Saint-Sépulcre et sauvegarder les pèlerins, garantir les voies du pèlerinage, n'était qu'un prétexte. La preuve en est, c'est que dans différentes croisades, l'empire de Byzance a été pillé, saccagé. On a pillé Byzance. Qui c'est qui l'a payé? C'est le christianisme occidental. Et c'est là où, permettez-moi de rejoindre son Excellence l'ambassadeur iranien, suite à ce qu'il a cité, n'est-ce pas, qu'en fait, pour Huntington, le christianisme était plutôt occidental qu'oriental, ce qui est une absurdité énorme, pas digne d'un penseur. Pourquoi?
Alors permettez-moi de vous rappeler que saint Jean de Damas est l'auteur de la première somme théologique au monde, bien avant saint Thomas d'Aquin. Et permettez-moi de me faire, pour une fois, porte-parole de ce christianisme oriental et d'en faire l'apologie. Vous voyez ? Donc, et là, ce qui se passe, si vous continuez le parallèle, ce qui se passe, on va venir à la guerre de Syrie. Évidemment, tous les chrétiens du Proche-Orient sont menacés. Mais pas simplement les chrétiens du Proche-Orient, toutes les minorités. Hein. Pourquoi ? Parce que la politique occidentale aujourd'hui joue la carte de l'orthodoxie ultra-sunnite contre les chiites qui, à mon sens, sont porteurs d'un message révolutionnaire en tant que minorité qui a été persécutée à travers l'histoire. Je reviendrai au concept de croissance chiite. Mais, de Gouraud, voyons un peu ce qui reste dans la politique française. Oui, on a parlé de minorité. Il faut remonter à François Ier. François Ier avait deux soucis. L'Empire austro-hongrois et l'Allemagne, il fallait qu'il s'y oppose, et par ailleurs s'allier aux Turcs pour contrecarrer les Allemands et les Austro-Hongrois. Alors il a obtenu les capitulations, c'est-à-dire le droit de sauvegarder les minorités. Et il les a vraiment gardées. Donc, quand on parle de la politique arabe de la France, on fait référence à quoi ? On fait référence au départ à François Ier. C'est lui qui a interdit le massacre de ces minorités. C'est la politique arabe de la France qui va être reprise par le gaullisme. Mais où est la chose qu'ajoute De Gaulle là-dedans ? C'est que dans le gaullisme, De Gaulle va au contraire s'approcher de l'Allemagne. Vous voyez ? C'est-à-dire supprimer cette rivalité franco-germanique et en même temps garder le droit des minorités et considérer l'islam d'une autre manière. Mais alors dites-moi aujourd'hui, en France, n'est-ce pas, qu'est-ce qui reste de ce gaullisme ? Pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que si vous examinez les relations franco-allemandes, ce n'est pas le grand amour. Il n'y a pas vraiment de force nouvelle européenne qui naît et qui s'affirme comme exception politique, stratégique, géopolitique vis-à-vis des États-Unis. Que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, ce sont des pays, c'est vassal, c'est une relation de servilité. Il n'y a aucune indépendance. J'aimerais bien qu'on me cite des exemples où l'Europe a vraiment les coudées franches, comme on dit en français, et libre. Vous voyez, quand les Européens ont voulu créer une armée, une force d'intervention, ça n'a jamais été autorisé par les Américains. Jamais. Où est alors un pays qui se respecte doit avoir les moyens militaires de sa politique. Aujourd'hui, si les États-Unis s'imposent, c'est qu'ils peuvent en quelques heures mobiliser des centaines de milliers d'hommes, autant d'avions, de flottes maritimes, d'artillerie, vous voyez. Donc, nous sommes malheureusement, nous Européens, marginalisés. Et dans cette guerre, dans cette répartition de rôles, parce qu'il y a une répartition de rôles, nous n'avons pas le beau rôle. Surtout la France, parce que la France vient de reconnaître la coalition. La France a, au début, reconnu le Conseil national syrien. Quand vous voyez dans ces deux composantes, quelle est la majorité ? Mais c'est des islamistes, enfin. Arrêtons cette comédie. Dans le Conseil national syrien, 2/3 étaient formés des frères musulmans. Alors, vous n'allez pas me dire que cette croisade est allée pour libérer la démocratie.
Non, elle n'est pas allée pour libérer la démocratie. Elle est allée pour des raisons économiques, politiques, et qui visent à affirmer une puissance et à prévoir une confrontation peut-être avec l'Est. Parce que si la Syrie tombe, la voie est ouverte pour la déstabilisation et de l'Iran, et de la Russie, et de la Chine, parce qu'il y a là un problème moral et, si vous voulez, d'interventionnisme. De quel droit on intervient par des armées étrangères ou des groupes extrémistes financés par l'étranger pour déstabiliser un pays et renverser un régime politique? Qui le fait avec la Syrie peut le faire avec un autre pays, vous voyez? Et c'est là où, justement, la France pêche contre ses propres principes. Et pas simplement la France, tout l'Occident. Nous sommes en Allemagne, le pays de Kant. Mais il y a une éthique. Alors dites-moi, dans cette intervention, où se trouve l'éthique, où se trouvent les valeurs de l'Occident chrétien, où se trouvent les valeurs de la Révolution française laïque qui respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Non, et c'est là où, si vous voulez, la France me paraît aujourd'hui sujet à toutes les critiques possibles et imaginables, parce qu'elle a le mauvais rôle. On vous dit, nous, on ne veut pas armer ces rebelles. Ils ne disent pas ces rebelles. Pour eux, ce sont des révolutionnaires. Pour moi, les révolutionnaires, ils ont disparu. On a aujourd'hui affaire à des rebelles, à des groupes islamistes, je reviendrai. Alors, on nous dit, on ne donne pas de moyens létaux pour ces rebelles. On a donné juste des lunettes de combat nocturne. C'est-à-dire, on laisse d'autres pays armés, et nous, Français, on vient mettre la cerise sur le gâteau, ou sur la crème en Allemagne, je ne sais pas, vous êtes plus crème que gâteau, ou crème et gâteau, mais n'empêche qu'on intervient, on arme ces gens-là. C'est-à-dire, on les aide à avoir les moyens électroniques sophistiqués pour que les massacres soient plus performants. Mais c'est du n'importe quoi, honnêtement. Avoir l'audace de dire qu'il y a d'autres pays qui se chargent d'armées, comme l'Angleterre, et c'est là où on revient aux croisades. Vous voyez, l'Angleterre était dans les croisades. Et aujourd'hui, si vous voulez, elle a été de toutes les guerres dans le Proche-Orient. Blair est un conseiller plus de guerre que de paix, que ce soit dans la guerre d'Irak, que ce soit dans la guerre de Syrie aujourd'hui. Et c'est là où on se demande où va la France et en même temps où va l'Allemagne. Puisque quand même on ne peut pas nier que l'Allemagne est un pays important. Et permettez-moi, moi je vois l'Allemagne de l'extérieur, je n'ai jamais vécu en Allemagne, mais je crois, honnêtement, prenez ça comme vous voulez, d'un ignare des problèmes allemands. Il faut, à mon sens, comme géopoliticien, né en Syrie, vivant en France depuis peut-être bientôt 40 ans, il faut que l'Allemagne se décomplexe de la Deuxième Guerre mondiale et se donne les moyens de sa puissance économique. On ne peut pas, moi si j'étais allemand, je ne pourrais vivre en me privant d'un droit total à exister comme je l'entends. Or, sans cesse, on veut marginaliser l'Allemagne tout en sachant, peut-être parce que l'Allemagne est une puissance économique mondiale. Si c'est une puissance économique mondiale,
Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas représenté au Conseil de sécurité. Hein. Je ne vois pas pourquoi. Vous allez me dire, oui, mais il faut se décomplexer de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est derrière nous. Hein. Nous sommes en train de construire un nouveau monde. Jusqu'à quand on va subir des diktats américains au niveau économique, politique, stratégique, au nom de quoi? Vous voyez, moi personnellement, si j'étais allemand, ça m'aurait beaucoup révolté, honnêtement, parce qu'il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Vous voyez, je ne sais pas, je serais heureux de vous entendre sur ce point, mais personnellement, je vois justement que dans cette crise, l'Allemagne, on la pousse. Écoutez, aujourd'hui, Blair a conseillé au gouvernement turc de déployer des patriotes à la frontière syrienne. Bon, entre nous, moi, les patriotes, ça ne me fait pas peur. Je conseillerais aux Américains d'engager quelques ingénieurs allemands et ils rendraient peut-être les patriotes plus performants. Parce que d'après les expériences, on a vu que la technologie américaine des patriotes n'était pas si payante que cela. Et que sur nombre de missiles qui étaient lancés, les patriotes n'arrêtaient pas grand-chose. Lisez les rapports là-dessus et on verra. C'est une façon un peu de me révolter, moi, contre cette arrogance américaine. Pourquoi déployer des patriotes à la frontière turque? Je vais vous dire pourquoi, tout bêtement. Et venons maintenant, si vous voulez, on va parler de ce qui se passe en Syrie. Et parce que l'armée turque a voté au Parlement le droit d'intervenir dans le territoire syrien. La ville de Harem, là, on n'en parle pas. Alors là, permettez-moi, parce que les médias occidentaux, c'est un film à mourir de rire. La majorité des informations que nous avons sur cette crise proche-orientale sont tous fabriquées et truquées. Et on peut les démonter un par un, voyez-vous. C'est une campagne, cette campagne militaire a été précédée d'une longue campagne dans les médias pour préparer l'opinion à une intervention en Syrie. Et pourquoi la Syrie? On arrive au croissant chiite. Le croissant chiite, j'en revendique la paternité comme terme. Permettez-moi de rectifier les choses. J'enseigne la géopolitique en France depuis peut-être 30 ans. Quand il y a eu la révolution iranienne, étant syrien, je sais que Hafez al-Assad est arrivé en 1970 au pouvoir. Pour ceux qui ne savent pas, Hafez al-Assad est alawite. Il appartient donc à une communauté chiite minoritaire qui a été persécutée pendant des siècles. Et pour vous donner une idée de la haine, n'est-ce pas, de toute cette propagande occidentale et ultra-orthodoxe sunnite, aujourd'hui, un des slogans des rebelles, c'est quoi? Les chrétiens à Beyrouth, les alaouites au cercueil. En arabe, ça rime, n'est-ce pas? Le Masihiyé à Tabout, ou l'Alawiyé, le Masihiyé à Beyrouth, ou l'Alawiyé à Tabout. Vous voyez? Ça vous montre la haine. Pour vous donner un exemple, quand un alaouite passait à l'attaquer, la grande ville, un villageois, on pouvait lui balancer le sac de poubelle. Vous comprenez pourquoi, quand la guerre a éclaté entre l'Iran et l'Irak, c'est là où je ne suis pas d'accord avec son Excellence l'ambassadeur iranien, le Ba'ath syrien n'a pas été aidé par l'Occident, pas du tout. Justement, on a aidé le Ba'ath irakien pour contrecarrer le Ba'ath syrien, qui lui n'était pas aidé par l'Occident, mais par, à l'époque, l'Union soviétique.
Et qui est le seul pays arabe à s'être rangé du côté de l'Iran contre Saddam Hussein? C'était le Ba'ath syrien avec Hafez el-Assad. Donc, suivez mon raisonnement. Quand Assad est arrivé en 70, 10 ans après, il y a eu la révolution de Khomeini. Entre-temps, Assad a aidé les chiites du sud-Liban, qui ne sont pas alaouites, mais qui sont chiites, proches de lui. C'est à ce moment-là que, je ne vous cache pas, dans mes cours, j'ai dit il y a un croissant chiite qui se forme. Ce croissant chiite, moi, je ne l'ai pas inventé. Je lisais l'histoire de l'Égypte fatimide chiite. À l'époque, c'est-à-dire on est, n'est-ce pas, 11e, 12e, les Fatimides d'Égypte avaient créé toute une renaissance chiite qui allait jusqu'à l'Extrême-Orient. Et à l'époque, l'Iran d'aujourd'hui chiite ne l'était pas. L'idée du croissant chiite chez les chroniqueurs de cette période, c'était justement de créer, l'Égypte étant chiite, la Syrie était à majorité, ils voulaient encercler Bagdad, le califat sunnite de Bagdad. Mais ce croissant chiite, historiquement, a réussi relativement, puisque l'Iran est devenu chiite. Vous voyez? Le croissant chiite aujourd'hui est un concept positif. C'est une révolution contre une certaine pensée occidentale. C'est une révolution contre un islam ultra-orthodoxe qui refuse toute interprétation libre. Le djihad, c'est-à-dire l'ijtihad, c'est l'effort personnel. Vous savez, les sunnites ont arrêté de faire de l'effort personnel d'explication religieuse depuis le Xe siècle, mais pas les chiites. Donc, à ce titre-là, le chiisme est un système philosophique ouvert qui est révolutionnaire en lui-même. Vous voyez? Alors, après cela, j'étais invité au Collège interarmé de défense. Je vous donne l'historique, parce que c'est intéressant cette idée de croissant chiite. Pour la première conférence que j'ai donnée, c'était le croissant chiite. Le Collège interarmé de défense est une école stratégique militaire qui forme par an à peu près 500 généraux qui viennent du monde entier. Bon. Et j'avais parlé de cela à la télévision française, et quelques mois après, le roi Abdallah de Jordanie, qui est sunnite, mais évidemment husseini, c'est-à-dire à l'origine, il était chiite. Pourquoi il est aujourd'hui sunnite? Sous l'influence de l'Empire ottoman, vous voyez? Donc, ce croissant chiite, si vous voulez, a fait peur au roi Abdallah. Pourquoi? Mais parce que, soyons honnêtes, la France, dans sa politique, après le démantèlement de l'Empire ottoman, vous avez aujourd'hui parlé d'eau, mais la frontière naturelle de la Syrie, si on parle frontière naturelle en géographie, va jusqu'au contrefort du Taurus, c'est-à-dire toute cette zone riche en eau en Turquie appartenait à la Syrie, je suis désolé. Par 3 fois, la France, pour faire des concessions à la Turquie, a reculé la frontière. Et la Syrie a perdu beaucoup de villes où les gens parlaient arabe. Pire, elle a péché contre la politique arabe de la France, la défense des minorités. Pourquoi? Quelle est la capitale des chrétiens d'Orient? C'est Antioche. C'est la capitale avant Rome, je suis désolé pour les chrétiens orientaux. Dans les Actes des Apôtres, si vous lisez les évangiles, c'est là où on nomme le chrétien chrétien. C'est dans les Actes des Apôtres, à Antioche. On appelle le chrétien chrétien. Et, voyez, ce que toute la monarchie française n'a pas osé faire, la République l'a fait, pour désaxer la Turquie de l'Allemagne. Et a donné en 1938 Antioche et Alexandrette aux Turcs après un référendum truqué. Vous voyez? Et là, de ce fait,
décapiter tous les chrétiens d'Orient et supprimer la capitale historique de la Syrie, qui est Antioche. Parce que vous savez, la Grande Syrie, c'est l'œuvre d'un des généraux d'Alexandre, qui est Antiochus. Et c'est lui qui a fondé Antioche. Et Alexandrette a été fondée, comme vous le savez, enfin, c'est des choses culturelles par Alexandre. Il n'y a pas que ça. Dans Sykes-Picot, le nord de l'Irak, Mossoul, vous allez me dire, basta le Syrien, mollo, hein, piano. Oui, mais je suis désolé, dans Sykes-Picot, Mossoul dépendait de la partie bleue, c'est-à-dire de la France. Regardez le colonialisme, le beau colonialisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Mossoul aux Anglais pour avoir 23,5% des rentes pétrolières de la compagnie de pétrole. On l'oublie. Comment voulez-vous que les peuples de cette région croient en les valeurs occidentales? Dites-moi où est l'éthique dans le fait qu'on prenne un pays, qu'on le casse, qu'on donne des morceaux, tantôt à l'Irak aux Anglais, tantôt à la Turquie, tantôt on crée un État tampon qui est la Jordanie, hein, pour permettre à Israël d'exister. Et le vrai problème aujourd'hui de la bataille de la Syrie, c'est casser l'Iran, c'est casser le croissant chiite. On a rasé l'Irak. Avant de raser l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va faire la conférence de Madrid. Il en est sorti de quoi? C'était juste comme un lot de consolation pour les Arabes. Venez, on va faire la paix. Où est la paix de Madrid? Dites-moi, de la conférence de Madrid. Rien. Hein? Pour qu'après, on ait poussé Arafat à signer Oslo. Moi, je suis contre Oslo. Oui, parce que chaque article dans Oslo a besoin d'un colloque aussi important qu'Oslo. Hein? Et on en est où? Rien. Est-ce que les Palestiniens ont des droits? Est-ce qu'ils ont obtenu quelque chose? Non. Si vous cassez aujourd'hui la Syrie, vous faites quoi? Après avoir rasé l'Irak et le lot de consolation de Madrid, vous cassez la seule armée régulière qui n'a pas signé un traité de paix avec Israël au rabais. Parce que ce qu'on veut de la Syrie aujourd'hui, c'est signer un contrat au rabais. Voilà, vous devez, admettez, on nous dit par exemple, c'est à mourir de rire, on vous dit, pourquoi le Golan, vous ne nous le louez pas pour 99 ans? Mais quelqu'un loue sa terre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Golan est syrien, je suis désolé. Hein? Et là, tout l'Occident se met derrière pour défendre cette politique. Il faut que la Syrie, il faut que cette grande armée syrienne d'un demi-million d'hommes, on dit que les Syriens sont les Allemands du Proche-Orient. Peut-être, moi je suis fier. Hein. D'ailleurs, regardez, je peux bien être un bâtard de Frédéric Larousse. Hein. Et alors, vous savez, dans cette littérature populaire, pour humilier les Alaouites de Syrie, il les traite d'Allemands, que comme quoi ce ne sont pas des Arabes, ce sont les restes des croisés. Voyez-vous jusqu'où peut aller la haine de pays que nous soutenons, hein, l'Occident et les Américains. Qui est à l'origine de cette propagande, hein, anti-minoritaire? C'est bien nos alliés. Qui c'est qui va en Afrique, hein, implanter des mosquées wahhabites? Et comme je dis toujours, imam en main, on vous prend un bonhomme africain, on l'envoie à la Mecque, on le forme au dogme wahhabite, il rentre chez lui, il a une très belle mosquée avec du marbre, avec tout ce qu'il faut, bien, et puis on nous dit, ben oui, ben voilà, maintenant vous allez excommunier tous les musulmans modérés du coin. Parce que l'islam sunnite n'est pas un islam fanatique, je suis désolé. Il y a des choses magnifiques dans l'islam sunnite. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. À Bagdad, il y avait un saint homme qui s'appelait Abu Mansour
al-Hallaj. Et il y a eu une cabale contre lui, parce qu'il disait qu'il communiquait avec Dieu. Le peuple a demandé qu'il soit crucifié. On le crucifia aux portes de Bagdad. Passe un de ses disciples. Il lui dit, « Ya Aba Mansour, ma tasawwuf » Qu'est-ce que la mystique? Il lui répond, « Ahwanu mirqatin minhu ma tara » La marche la plus basse de l'échelle de la mystique, c'est ce que tu vois, c'est-à-dire la crucifixion. Vous voyez à quel point l'islam sunnite a produit des gens d'une spiritualité extraordinaire. Et on lâche aujourd'hui tout ce patrimoine et on va soutenir, appelons un chat, une secte wahhabite. Le wahhabisme n'a pas tellement de racines profondes dans l'islam. C'est un mouvement politico-religieux qui est né au XIXe siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout bêtement, nous, là, tous, dans cette salle, partout en Europe, on subit le diktat américain, le traité américain. Ils ont signé, les Américains ont signé avec la famille des Saouds, formée à peu près de 25 000 princes, qui profitent des richesses de l'Arabie, qui n'est pas à eux, je suis désolé. C'est l'Angleterre qui d'abord leur a donné ça, les Américains ont suivi le pas, et en 2005, Bush a renouvelé le contrat que contre le pétrole saoudien, vous aurez la protection, pour 60 ans encore, de la famille Saoud. Comment voulez-vous? Vous voyez, moi ça me choque. Moi j'ai toujours été élevé dans l'exception, dans la distinction européenne, dans le siècle des Lumières, dans la raison, hein? La dialectique de Hegel, la morale de Kant. Comment moi je peux admettre aujourd'hui, au niveau politique international, cela? Et c'est là où on voit que votre mouvement est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est la note dissonante dans ce paysage, vous voyez. Hegel a dit de Bonaparte, je vois l'esprit du monde sur un cheval. Je ne le cite pas en allemand, je ne le connais pas. Je vous dis, moi j'ai lu ça en arabe, la traduction de Hegel en arabe. Eh bien franchement, c'est vrai que Bonaparte a incarné bel et bien un idéal de révolution. Et c'est là où, dans notre monde actuel, on a besoin de cet idéal éthique qui échappe au diktat américain à tous les niveaux. Je ne vois pas pourquoi nous tous, nous devons éponger les dettes américaines. Voyons tout, vous voyez, honnêtement, Croizade, lui, il y a de l'hypocrisie. Et là, aucune voix ne s'élève dans l'Occident pour dénoncer cette mascarade qui va nous mener peut-être à une guerre mondiale. Revenons au croissant chiite. Quand Hafez al-Assad a aidé l'Iran dans sa guerre contre Saddam, il leur a donné ses missiles de fabrication soviétique. Moi, je vous dis, je suis admirateur de l'Iran. Pourquoi voulez-vous que l'Iran n'ait pas le nucléaire? Je ne comprends pas. Je ne suis pas iranien, mais je me mets un peu dans la neutralité. Pourquoi voulez-vous qu'il n'ait pas le nucléaire? Je ne sais pas. Pourquoi d'autres grandes puissances ne sont pas au Conseil de sécurité? Pourquoi? Enfin, il y a des pourquoi, de nombreux pourquoi qu'on peut poser, n'est-ce pas, à la politique internationale, et on ne trouvera pas de réponse. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui est très important. Là, je peux vous parler aussi des Américains, mais je vais revenir à la Syrie aujourd'hui, pour un peu
contredire ces médias qui masquent la vérité. J'ai des contacts quotidiens avec la Syrie, par téléphone, quotidiens. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens de la ville d'Alep. Des 3000 usines d'Alep, il en reste à peine quelques dizaines. Ces usines sont bombardées, vous voyez, par les rebelles. Monsieur l'ambassadeur a parlé de 5000 djihadistes. En fait, il faut voir ce chiffre à la hausse. Il y a beaucoup plus que cela. Par fret aérien, on importe des Yéménites, des Somalis, des Libyens, une internationale islamiste qui vient se battre en Syrie, massacrer des minorités, massacrer le monde modéré. Par exemple, vous passez dans la rue, quelqu'un crie « Takbir ». Vous devez répondre « Dieu est grand, Allahu Akbar ». Tant que vous marchez dans la rue, jusqu'à arriver à votre porte, il faut continuer à gueuler « Dieu est grand ». Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, franchement. Alors, on vous dit, l'armée loyaliste bombarde les pharmacies. Comprenez-moi bien, je ne défends pas le gouvernement en Syrie. Et c'est évidemment dans son histoire une kleptocratie, c'est vrai. Mais cela ne justifie aucunement ce qui se passe aujourd'hui et le soutien dont bénéficient ces rebelles de l'Occident. Vous voyez? Un exemple tout bête. Avant les événements, le bras droit de Ben Laden a appelé les gens d'Al-Qaïda à se rendre en Syrie. Il y a quelques semaines, Zawahiri a rappelé les gens d'Al-Qaïda d'aller en Syrie et de se battre en Syrie. Voyez-vous? Donc, alors expliquez-moi ces paradoxes. Comment voulez-vous, nous, occidentaux, qui avons aidé même l'Amérique à faire la guerre d'Afghanistan, on fait la guerre en Afghanistan et on envoie des armes aux djihadistes de Syrie. Non mais, enfin, c'est à mourir de rire. Il faut vraiment être équilibriste. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe? Vous ne pouvez pas aider ces rebelles tant qu'ils... Alors, au début, on m'a dit, « Monsieur Tahan, vous êtes un menteur. » Attendez, regardez les dernières informations. L'émirat islamiste d'Alep, avec ses 2 bataillons, Al-Nusra et Al-Tawhid, ne reconnaissent pas la coalition Sidi Adouha. Vous voyez? Donc, qu'on ne dise pas qu'il n'y avait pas des islamistes à Alep. Les tribunaux d'inquisition, ils les installent. On vous dit, les partis libérés, le droit, ça va être géré d'une autre manière. On a eu des reportages. C'est quoi ce droit? C'est la charia, mais médiévale et vraiment mal comprise. C'est des gens qui sont exécutés d'une manière sommaire, sans avocat. C'est une justice expéditive. Alors dites-moi si vraiment l'Occident, ici, n'est pas simplement hypocrite, mais criminel. Les armes que va envoyer l'Angleterre vont servir à quoi? À tirer de joie? Non, ils vont servir à massacrer les gens. Vous voyez? Alors maintenant, pourquoi les croisades, justement? Vous savez, pendant les croisades, il y avait des chrétiens qui se sont battus du côté musulman contre les croisés. Vous voyez? Et il y avait des Arabes musulmans qui ont pactisé avec les croisés et qui ont trahi leurs frères. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Arabie saoudite et le Qatar représentent un peu ces bédouins dont parlent les chroniqueurs des croisés, qui ont rejoint le camp occidental pour X raisons. Pour X raisons, vous voyez, ce qui est choquant,
c'est que les médias occidentaux nous prennent aujourd'hui vraiment pour des naïfs, comme on dit en français, pour des veaux. On doit regarder la télé, applaudir, dire oui, ne pas avoir de jugeote. Non, c'est énorme. Parce qu'un beau jour, vous voyez, on nous dira, mais on ne nous a pas dit la vérité. Oui, mais nous sommes en train de participer à un crime. Armer les rebelles aujourd'hui en Syrie, c'est participer à un crime organisé, voyez-vous. Et tout ça est pourquoi? Pour couper les ailes à l'Iran. C'est-à-dire, on ne pouvait pas s'attaquer de front à l'Iran. On ne pouvait pas s'attaquer au Hezbollah, qui est chiite, qu'Assad a aidé. Le Hezbollah a à peu près 50 à 60 000 missiles. Et il peut, évidemment, s'attaquer à Israël. Donc, comme a dit Mme Larouche ce matin, on prépare, on déblaye le terrain. On a commencé par tester Gaza. Il ne pouvait pas s'attaquer au Hezbollah parce que le Hezbollah n'est pas un État. C'était délicat. Le Hezbollah aurait répondu. Il ne pouvait pas s'attaquer à l'Iran parce que l'Iran est important, c'est un gros morceau. Il a des centaines de milliers de missiles et une surface énorme. Il faudrait que l'Occident, l'Amérique, Israël, tout le monde s'y met pour mettre à genoux l'Iran. Voyez-vous? Donc, qui restait la partie faible qui était dans le collimateur? C'était la Syrie. Et voilà que du ciel tombe le printemps arabe. Donc, on n'avait plus besoin de provoquer des choses pour attaquer la Syrie. Hein? Le ver est dans le fruit. Il suffisait d'aider ce printemps arabe, entre guillemets, de le détourner et de détruire ce pays. Et moi, je vous dis, il n'y aura pas d'intervention, parce que à quoi ça sert? S'ils arment les rebelles, petit à petit, l'armée syrienne va se disloquer. Et le pays, de toute manière, aujourd'hui, le pays est détruit à plus de 50%. Un exemple des rebelles à Alep. Vous connaissez Oradour-sur-Glane, la malheureuse histoire de ce petit village français où tout le monde a été brûlé dans l'église. Eh bien, il y a eu 1 mois et demi un Oradour à Jdeïdé. Jdeïdé est un quartier chrétien du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe. Il y a une vieille maison, comme le Marais, vous savez, à Paris. C'est des vieux hôtels, très belles maisons. Et alors, le président Bachar el-Assad avait l'habitude de venir dîner dans cet hôtel de luxe. Une vieille maison chrétienne, la maison Zamaria. Les islamistes ont attaqué Jdeïdé. Toutes les familles alaouites ou dites pro-gouvernement ont été réunies, rassemblées dans l'hôtel. On a amené 2 citernes de benzine et on a laissé pendant 3 jours l'hôtel brûlé. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'OSDH à Londres, aidé par les services secrets britanniques, vous dit il y a tant de morts par jour. Mais on ne vous dit pas où sont les... L'OSDH, c'est un organisme des droits de l'homme. Alors pourquoi on ne nous parle pas des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme? Il n'y a aucun discours sur les droits de l'homme. C'est tout simplement, il y a tant de morts par jour. C'est tout. Et c'est comme par hasard, ce sont les morts causées par l'armée loyaliste, mais jamais par les rebelles. Vous voyez? Les pharmacies. Ce sont les rebelles qui pillent les pharmacies ou qui détruisent toute l'infrastructure pour punir la ville d'Alep. Parce que la ville d'Alep n'a pas manifesté, n'est pas entrée dans la rébellion. Eh bien, on démonte les usines et on les vend en Turquie. Mais c'est du n'importe quoi. Et là, la Turquie, pourquoi la Turquie aussi est liée aux croisades? Si vous prenez cette bande frontalière turque, c'est là où il y avait les petits royaumes croisés. Et là, si vous voulez, on peut dire comme en français, la boucle est bouclée. Hein.
C'est-à-dire, on a l'Occident avec la bénédiction des Américains, avec l'avant-poste frontière de l'OTAN, qui est la Turquie, qui est là pour engager une guerre contre le croissant chiite. Pour moi, c'est un concept positif qui a été repris évidemment par le roi Abdallah et le Pentagone pour dire c'est un danger. Non. Moi, je crois honnêtement que si le croissant chiite, si on lui permettait de s'unir au croissant sunnite, vous savez, le croissant, son destin, c'est devenir pleine lune. Et à ce moment-là, la pleine lune rayonne et ce sera une puissance. Et c'est peut-être ça qui inquiète les Occidentaux. À la fin, je vous dirai, chers amis, bien que je n'ai pas profité du temps, il y a double standard, mais ce n'est pas grave. Je passerai pour une fois, on va déroger à la discipline allemande, mais vous ne la respectez pas. Moi, je respecte. Bien. Écoutez, chers amis, si vous menez cette guerre, ce qui va arriver est très simple. Vous aurez peut-être à nouveau de nouvelles guerres. Et cette fois-ci, vous avez le choix. Soit c'est les rebelles que vous nourrissez en votre sein, qui est en train de vous envenimer, n'est-ce pas, qui peut-être dépasseront Poitiers, cette fois-ci. Soit, il y a l'autre alternative, c'est que de vrais révolutionnaires, après cette crise ultra-orthodoxe que vous nourrissez, arrivent à Poitiers et dépassent Poitiers. Et à ce moment-là, le printemps arabe ne sera pas qu'arabe, il sera européen. Merci de m'avoir écouté.